Les gars, ça fait maintenant à peu près 12 ans que je publie sur YouTube. Imaginez à quel point je suis un ancêtre de cette plateforme. Et forcément, en une douzaine d'années, ma vision de l'entraînement, ma vision de la nutrition a quand même bien changé. Le problème, c'est que certaines de mes premières vidéos, elles sont toujours en ligne. On peut les trouver sur ma chaîne YouTube. Et je les ai pas revues depuis leur publication. À l'époque, je partageais évidemment déjà mes conseils, mais je suis pas sûr qu'elles étaient aussi précises qu'aujourd'hui. Donc j'ai décidé de les revoir avec vous, de les analyser et de vérifier ce qui tient encore la route et ce qui est complètement bidon. Et franchement, j'ai un petit peu peur de ce que je vais découvrir. Donc s'il vous plaît, soyez un peu indulgents. Et l'objectif, c'est surtout de corriger certaines idées et de vous donner des recommandations plus actuelles et précises de ces conseils. Qu'est-ce qu'il va dire le Nassim là? Oh là, c'était une vidéo qui date d'il y a 11 ans. Imaginez, là c'était vraiment le début. Je pense que c'était à peu près les premiers mois de publication sur YouTube. Un petit exemple. Vous faites une série de développé couché, vous descendez la barre en 2 secondes, vous remontez la barre en 2 secondes. Ok. Ça vous fait 4 secondes Merci par Sherlock. répétition. Si vous faites 10 répétitions dans une série, Oui. le temps sous tension sera de 40 secondes. J'ai mis du temps à faire ce calcul. Qu'est-ce qui se passe? La vidéo dure 3 minutes 33 et j'ai mis 10 ans à faire 4 x 10. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on pense du temps sous tension? Aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose que je n'utilise plus. En tout cas, pas dans mes conseils que je prodigue sur YouTube et même pas dans mes conseils tout court. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais un peu, obsédé par le temps sous tension parce que j'avais l'impression que c'était directement lié à la croissance musculaire. En clair, j'avais l'impression que si vous faisiez une série de 10 au développé couché en 20 secondes, elle allait être moins efficace qu'une série de 10 au développé couché en 40 secondes. Alors qu'il y a le même nombre de répétitions et pour l'exemple précis, il y aurait la même charge de travail. Donc non, vous n'allez pas prendre du muscle en ralentissant outre mesure vos répétitions. Je suis toujours partisan des tempos d'exécution, mais pas dans le sens où ça va augmenter la croissance musculaire grâce à l'allongement du temps de travail. Et selon les études qui ont été faites, le temps sous tension le plus intéressant pour travailler l'hypertrophie serait entre 40 et 70 secondes. Ouais, ça je me rappelle de cette étude scientifique. Rappelez-vous que c'était il y a 11 ans, donc potentiellement que l'étude scientifique elle était encore plus vieille, mais je pense pas qu'on puisse la prendre comme quelque chose de pertinent pour la croissance musculaire. En fait, ça nous montre juste que une fourchette de 10 à 12 répétitions, c'est intéressant pour l'hypertrophie. Mais maintenant, avec toutes les autres études scientifiques qui ont été faites, on sait que cette fourchette, en réalité, elle est bien plus large. C'est un peu des conneries et j'aurais tendance à dire que il faut pas trop se focaliser sur le temps sous tension, mais plutôt sur la qualité d'exécution, la surcharge progressive et puis les autres variables d'entraînement. Le corps humain répond à une notion d'équilibre. J'aime bien comme ça commence direct comme ça. Alors le corps humain, attention, écoutez-moi bien, parce qu'on va apprendre des trucs sur le corps humain. Provoquer un déséquilibre, votre corps, que vous le vouliez ou non, va également provoquer un déséquilibre, mais dans l'autre sens. Alors ça c'est vrai, c'est très mal dit, mais le principe d'homéostasie, c'est exactement ce que je décris là. Je ne sais pas si j'utilise le terme, c'est pas très bien formulé, mais on a compris ce que je voulais dire, je pense. Donc pour ça, ça va. Et du coup, comment est-ce que ça s'applique en musculation? Si vous avez un groupe musculaire qui est trop puissant par rapport à un autre, Ouais. et ben votre corps humain Parce qu'il y a un corps qui n'est pas humain. Votre corps humain, attention. va faire en sorte que la progression de ce groupe musculaire puissant soit stoppée jusqu'à ce que le groupe musculaire qui soit un peu en dessous rattrape son retard pour qu'il y ait justement cette notion d'équilibre. D'équilibre, ouais, on a compris. Oh, je parle lentement. C'est fou aussi comment les habitudes de visionnage ont changé sur YouTube. Enfin bref, je pense que ce que j'ai voulu dire dans la vidéo, c'est que si par exemple vos biceps sont très développés par rapport aux triceps, il y a un moment où les biceps vont arrêter de progresser, même si vous les entraînez bien, uniquement parce que les triceps sont trop en retard. Et à partir du moment où les triceps vont rattraper leur retard, et ben les biceps pourront recontinuer à se développer. Non, ça c'est de la broscience 100%. Je pense pas que ça fonctionne comme ça et je suis même persuadé en fait que vous pouvez développer un groupe musculaire autant que possible sans prendre en compte l'équilibre agoniste-antagoniste, mais peut-être que ça pourrait provoquer d'autres soucis comme peut-être des douleurs, des blessures, etc. Je pense que le sous-texte de tout ça, c'est entraînez-vous de manière cohérente et équilibrée sur tous les groupes musculaires. Ne martelez pas les biceps en laissant les triceps de côté, ne martelez pas les pectoraux en laissant le haut du dos de côté, etc., etc. Bon conseil en soi, très mal formulé. Ah ça nous intéresse, il y a 11 ans encore. Donc quel est le temps de récupération idéal si jamais votre objectif est l'hypertrophie musculaire?
Donc comme vous vous en doutez, il n'y a pas de temps de récup idéal. En fait, si, maintenant, on sait qu'il y a un temps de récup idéal, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais me laisser me développer. Ça va surtout dépendre des individus, parce qu'on a tous une capacité à récupérer qui est différente. Alors ça, c'est plutôt vrai. On a tous une capacité à récupérer qui est différente, même s'il y a une base physiologique, entre guillemets. C'est vrai que les différences entre les individus, elles peuvent être assez importantes. Les différences entre les sexes aussi, parce que les hommes et les femmes ne récupèrent pas de la même façon. Ceci dit, plus le temps de récupération va descendre, plus ce sera efficace. Ouh là 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 là, la boulette. la boulette. Comment ça, mon ref, plus les temps de récupération vont descendre, plus c'est efficace. Et pour aller un peu plus loin, plus vous allez utiliser des charges lourdes avec un temps de récupération court, plus ce sera efficace. D'où je sors ça? C'est très intéressant. Alors non, c'est pas ça. Alors oui, plus vous utiliserez une charge lourde, mieux ce sera. Par contre, plus les temps de récupération descendent, moins ce sera efficace en réalité, parce que mécaniquement, ça vous empêchera d'utiliser les charges les plus lourdes possibles. Donc ça, c'est une grosse erreur. Donc je sais que ça paraît contradictoire. Oui, c'est contradictoire, mon pote. Parce que comment est-ce qu'on peut utiliser des charges lourdes avec un temps de récup court? C'est possible. C'est possible, mais ça demande de l'entraînement. Ça demande à essayer de diminuer justement petit à petit ces temps de récupération. Ok. Alors ça, c'est plutôt quelque chose que je recommande. Donc ça va, ça me choque pas trop. Consciemment, à chaque séance, au lieu de se concentrer sur l'augmentation de la charge, pourquoi pas à la place se concentrer sur la diminution des temps de récupération. Je comprends le truc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'applique aujourd'hui. C'est-à-dire que les temps de récupération, je les traite comme une variable aussi importante que le nombre de reps, le nombre de séries et la charge de travail. Et dans une logique de surcharge progressive, on peut surcharger progressivement en gardant la même charge, le même nombre de reps, le même nombre de séries, mais en réduisant les temps de récup. C'est ce qu'on appelle augmenter la densité d'entraînement. Pour progresser, il y a quand même d'autres choses sur lesquelles il faut se concentrer, comme l'augmentation du nombre de reps avec une même charge de travail ou l'augmentation de la charge de travail avec le même nombre de reps. Donc en utilisant des charges lourdes avec des récupérations courtes, vous allez provoquer deux choses. Deux choses très importantes en termes de développement musculaire. Oui. La première chose, c'est des dommages mécaniques. Je sais exactement ce que je vais dire. Des dommages mécaniques et après avec les récupérations courtes, du stress métabolique. Cette idée de stress mécanique et stress métabolique, elle existe encore. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a de la tension mécanique et il y a du stress métabolique, mais les deux ne jouent pas de la même façon sur la croissance musculaire. Avant, je pensais vraiment que c'était 50-50. 50% de vos progrès étaient dus à la tension mécanique, 50% au stress métabolique. Aujourd'hui, on sait que le ratio, c'est plutôt 90-10 ou plutôt 80-20, à l'avantage de la tension mécanique. En clair, le stress métabolique, ça va pas être un vecteur principal d'hypertrophie. Ça reste plus ou moins pertinent, c'est juste la façon de le dire qui n'est pas très cohérente. Et la deuxième, c'est des dommages métaboliques. Les charges lourdes vont favoriser les dommages mécaniques. Oui. C'est en fait les micro-déchirures que vous avez à l'intérieur d'une fibre musculaire. Bof, ça c'est pas exact. Et les temps de récup courts vont favoriser les dommages métaboliques. C'est encore une fois relativement mal dit. On a compris le délire qu'il fallait varier les fourchettes de répétition, ce que je pense toujours. Par contre, réduire à outrance les temps de récupération, ça peut être intéressant sur certaines phases de votre cycle d'entraînement, mais il faut plutôt se concentrer sur l'augmentation des charges et du nombre de répétitions. Mais un temps de récupération court, j'aurais tendance à dire que c'est en dessous d'une minute, voire même en dessous de 45 secondes. Donc je suis d'accord, il y a certains exercices qui vont vous demander un tout petit peu plus de temps, comme du squat ou du soulevé de terre. Sans blague. Mais en règle générale, essayez de tourner autour d'une minute. Non. En règle générale, essayez de tourner autour du temps de récup qui vous permet de performer à la série suivante. Si vous avez besoin de 2 minutes, 2 minutes 30, c'est OK. Je suis quand même convaincu que c'est une bonne chose de s'entraîner à faire des récupérations qui ne sont pas si longues que ça. Parce que sur le long terme, ça vous permet d'éviter d'allonger le temps de votre séance et du coup de faire plus en moins de temps, ce que je continue à faire aujourd'hui. C'est quand même assez mal expliqué, mais soyez indulgents, c'était quand même il y a 12 ans. Alors voyons voir ce que donnent mes conseils sur le cardio, une vidéo qui date d'il y a 10 ans. Je préfère le cardio à haute intensité parce que d'une, ça prend moins de temps. De deux, je pense que sur le long terme, c'est une meilleure façon de perdre du gras et de conserver, voire même de prendre du muscle en même temps. Ouais, pourquoi pas. Alors, est-ce que c'est une meilleure façon de perdre du gras? Probablement pas. Je pense vraiment que le cardio à intensité modérée, c'est plus intéressant pour perdre du gras parce que c'est tout simplement moins fatigant. Le fractionné, ça pulvérise. Et peut-être que c'est assez révélateur de ma forme du moment en fait. Il y a 10 ans, j'étais plus jeune, je pouvais récupérer plus vite et potentiellement que le cardio à haute intensité, c'était moins taxant qu'aujourd'hui. Et de 3, c'est quoi? De 3, je m'amuse plus.
Alors ça, mais moi j'ai cherché mes mots il y a 10 ans. C'est faux, qui s'amuse sur du fractionné? Mais personne. Je m'ennuie quand je reste sur une machine pendant 45 minutes, alors que quand j'ai des séances de fractionné de 12 à 15 minutes, alors là c'est nickel, c'est intense, c'est court, c'est exactement ce qui me correspond. Aujourd'hui, mes séances de fractionné, elles ne durent pas 12 à 15 minutes. Hein. Quand je le fais en mode course à pied, ou même sur le ski erg ou sur le rameur d'ailleurs, c'est plutôt des séances qui durent 40 minutes. Hein. Donc, est-ce que c'était vraiment du fractionné à l'époque? Est-ce que j'étais pas un espèce de feignant qui se cache derrière des séances de fractionné qui sont en fait pas si intensives que ça? Et je me rappelle à l'époque, si mes séances duraient 12 minutes, je devais faire, je pense, 6 fois 20 secondes, sans échauffement parce que j'étais un bourrin, avec 1 minute 40 de récupération. Donc pour vous dire à quel point le fractionné, il passait très très vite et il n'était pas si intense que ça. Le vélo, j'aime bien l'utiliser parce que c'est le seul outil qui me donne une congestion aussi intense, une sécrétion d'acide lactique aussi désagréable. Les préparateurs physiques qui vont s'énerver en m'entendant dire ça. C'était il y a 10 ans. Je cherchais à l'époque à avoir une congestion et une stimulation musculaire. Ce qui est quand même marrant parce que c'est pas vraiment le but du cardio. Et je précise acide lactique. Bon, effectivement, on dit plus acide lactique aujourd'hui, on dit lactate. Et c'est quand même assez intéressant que mon objectif avec le cardio, c'était absolument pas d'améliorer ma condition cardiovasculaire, c'était juste de provoquer un pump en fait. De provoquer un pump et d'avoir mon rythme cardiaque qui monte. Évidemment, je connaissais pas encore toutes les spécificités physiologiques d'un entraînement cardio, donc je peux comprendre que ce soit aussi décousu. Est-ce que je continue à dire n'importe quoi? L'acide lactique, c'est cette sensation de brûlure que vous ressentez quand vous faites certains exercices de musculation. Ouais, c'est complètement... J'allais dire, c'est pas exact, mais en fait, c'est complètement inexact. La plupart du temps, en série un peu plus longue que d'habitude. Et l'acide lactique, la sécrétion d'acide lactique, c'est une bonne chose entre guillemets parce que c'est lié à la sécrétion d'hormones de croissance. Ouh, le raccourci de fou, le raccourci de fou. D'où est-ce que j'ai sorti ça? Est-ce que j'avais une ressource scientifique qui montrait le parallèle entre les deux? Bon, bah ça c'est à supprimer. Hein. N'écoutez pas ce conseil d'il y a 10 ans. Bah, faites du cardio fractionné, ça sera toujours intéressant pour vous, mais le faites pas pour ces raisons-là. Est-ce qu'à la fin d'une série, il vaut mieux utiliser des répétitions trichées ou des répétitions partielles? Ça, c'est intéressant. Le but étant d'épuiser le muscle au maximum. Oui, le but étant d'arriver vraiment à l'échec total plutôt que d'épuiser le muscle. Justement pour déclencher le processus de croissance musculaire. Ça, on est OK. Donc, est-ce qu'il vaut mieux tricher pour ajouter quelques répétitions ou est-ce qu'il vaut mieux réduire l'amplitude pour augmenter le temps sous tension? Il en remet une couche avec le temps sous tension, mais c'est pas possible ça. Est-ce qu'à la fin d'une série, on pourrait pas utiliser une espèce de technique d'intensification pour prolonger encore la série? Un peu de la même manière qu'on ferait du rest pause ou de la dégressif, mais là avec des répétitions trichées ou partielles. Et je me rappelle très bien de cette vidéo que j'ai publiée il y a 11 ans. Pourquoi je voulais la faire? Parce que lorsque j'allais en salle de sport, je voyais quand même beaucoup de pratiquants faire des répétitions trichées à la fin de leur série. Et je me disais, mais attends, est-ce que c'est vraiment si pertinent que ça? Est-ce qu'ils risquent pas de se blesser et de compenser avec d'autres groupes musculaires, alors que l'objectif, c'est juste d'atteindre vraiment l'échec musculaire total du muscle en question? Et je voyais des curls biceps et des élévations latérales, mais dégueulasses, et je me disais, mais ils bénéficieraient plus de répétitions partielles, c'est-à-dire des petites amplitudes à la fin de leur série classique, plutôt que de se mettre en danger avec des répétitions trichées. Et c'est exactement ce que je pense aujourd'hui. Donc ça n'a pas changé. Rest, pause et dégressif, je pense que c'est plus intéressant pour la croissance musculaire. Votre but quand vous allez à la salle de sport, c'est de contracter les fibres d'un certain groupe musculaire pour résister à l'emprise d'une charge de travail. Ça, c'est exact. Là, pour l'instant, Nas, on est très très bien. Nas du passé, c'était il y a 9 ans. Vous allez devoir contracter volontairement alors, attends, on va laisser parler. Les fibres du biceps pour justement éviter que le poids ne vous emporte vers le sol et répéter ces contractions jusqu'à épuisement musculaire. Cet épuisement musculaire peut très bien intervenir avec des séries courtes, des séries moyennes ou des séries un peu plus longues parce que ces différents types de séries vont toutes provoquer un stress différent qui va lui-même provoquer une adaptation et donc une croissance des fibres musculaires. Ah, j'étais vraiment focus sur stress mécanique et stress métabolique. Hein. Mais je recommande toujours de faire une association de séries courtes et de séries longues, non pas parce que ça provoque stress mécanique et stress métabolique, mais parce que chaque individu répond différemment à une certaine fourchette de répétition. Un petit exemple, moi je suis très efficace sur les séries courtes pour les pectoraux, mais je suis très nul sur les séries courtes sur les quadriceps ou sur les deltoïdes. Donc j'ai adapté mon programme d'entraînement pour faire plutôt des séries courtes sur les pecs et plutôt des séries relativement longues sur les quadriceps et les deltoïdes. Mais il n'est pas impossible que vous, en regardant cette vidéo,
vous soyez plutôt bon sur les séries moyennes ou longues sur les pectoraux et plutôt bon sur les séries courtes sur les deltoïdes. Et dans ce cas-là, la seule façon de le savoir, c'est encore de tester toutes les fourchettes avant de pouvoir identifier laquelle fait l'affaire. Et en l'occurrence, vous provoquerez un stress mécanique avec des séries courtes. Bon, on a compris. Avec des charges lourdes, avec des récupérations un peu plus longues. Je me répète, hein. Je me répète. Bon, ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis la création, comment avez-vous fait pour supporter tout ça? La contraction volontaire, c'est un peu compliqué parce que je pense que c'est un abus de langage et je sais ce que j'ai voulu dire. En contractant volontairement, j'ai voulu dire concentrez-vous sur le groupe musculaire en question, essayez de l'isoler pour éviter d'utiliser d'autres groupes musculaires. Ce que je pense toujours d'ailleurs, hein. Donc sur ça, on est OK. Et dans cette étude, on nous parle justement du fonctionnement de la congestion, mais aussi de son implication quand votre but est l'hypertrophie musculaire. Et on nous explique qu'effectivement, on suppose que la congestion joue un rôle dans l'hypertrophie musculaire, ce qui est intéressant, ce qui veut dire qu'effectivement, la congestion peut nous faire prendre du muscle. Alors, c'est vrai, la congestion peut nous faire prendre du muscle. Je suis toujours persuadé qu'avoir une bonne congestion sur un groupe musculaire, c'est indicateur d'un bon recrutement, mais ça ne va pas se transposer sur de la croissance musculaire. Pour qu'il y ait de croissance musculaire, il faut quand même toujours tension mécanique et surcharge progressive. Vous pouvez avoir de la congestion de fou si vous n'appliquez pas de surcharge progressive et s'il n'y a pas une tension mécanique suffisante, c'est-à-dire si vous n'allez pas à l'échec, vous laissez quand même pas mal de kilos de muscles sur la table. Donc la congestion, c'est pas si important que ça, mais faut pas non plus la négliger. Mais comment au juste cette congestion peut nous faire prendre du muscle? En fait, c'est expliqué de façon assez explicite dans l'étude que j'ai citée et je me suis permis de traduire le tableau qui y figurait parce qu'il nous permet vraiment de comprendre comment le processus fonctionne. Ok, ça c'est super intéressant. Donc je me rappelle très bien de cette étude scientifique, hein, mais elle doit dater d'une quinzaine d'années. Donc probablement qu'il y a eu des mises à jour depuis qui nous laissent penser que la congestion c'est important, mais c'est pas non plus si important que ça. À mon avis, le mécanisme qui est décrit, c'est le même que pour le stress métabolique. C'est qu'on pensait vraiment que en tant que tel, le stress métabolique faisait prendre du muscle. Mais en fait, non. C'est la tension mécanique qui est provoquée par les dernières répétitions d'une série longue qui va provoquer la croissance musculaire. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est différentes façons de dire la même chose, mais c'est très important d'utiliser les bons termes pour éviter que vous vous sentiez un petit peu perdu. Au-delà de ça, la congestion, ça reste toujours agréable et je pense toujours que c'est un bon indicateur de recrutement musculaire. Vous imaginez 12 ans pour YouTube, peut-être que dans 12 ans, je serai encore là et peut-être que mon avis aura changé sur certains trucs relatifs à la muscu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si certains de ces conseils vous ont surpris et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les vidéos sur ces 12 prochaines années. Il y a une autre vidéo qui s'affiche à l'écran. À plus.